Recruter dans ce monde qui change, ce n'est pas forcément évident et pourtant il y a des solutions. Pour nous en parler, des spécialistes autour de notre plateau, avec entre autres Alexis Bertel, qui est le président de ANDRH. C'est l'association nationale des directeurs de ressources humaines. Alors, bien recruter, c'est être en phase, bien sûr, avec les besoins d'entreprise et surtout être en phase avec ces personnes qui viennent chercher du travail. Oui, on parle souvent du changement des paradigmes au travail, mais concrètement, de quoi parle-t-on ? On parle du changement d'unité de temps, c'est-à-dire où et quand travailler. Est-ce que je travaille sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 5 jours? L'unité de lieu, où est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille dans l'entreprise, de chez moi ou en vacances? L'unité d'action, quel est mon champ d'intervention dans l'entreprise? Et l'unité de sens et d'engagement. De la souplesse, finalement. De la souplesse, c'est ça. Concrètement, quelles sont les attentes des salariés? La première, c'est la rémunération. C'est la même depuis des années et elle ne va pas bouger plus que ça. La seconde, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Et la troisième, la flexibilité du travail. Bon, ça veut dire que le décideur doit vraiment s'adapter à tout ça, tout en trouvant la perle rare. S'adapter à tout, non. Mais il doit prendre en compte que les attentes des candidats sont celles que je viens d'énoncer. Ouais. Caroline Renou, vous êtes dans un cabinet de recrutement spécialisé dans le RSE. Le RSE, tout le monde a ce mot à la bouche et doit le pratiquer et commence à le développer. C'est un vrai impact pour les entreprises aujourd'hui. Alors, quelles sont ces nouvelles valeurs qu'il faut absolument prendre en compte ? Alors moi je fais de la RSE depuis 15 ans et j'ai vraiment vu une évolution majeure depuis 2019, donc avant le Covid. Évidemment, il faut prendre en compte la rémunération, la flexibilité comme on l'a dit, mais il faut pouvoir redonner du sens à l'entreprise et embarquer les candidats, les collaborateurs sur ces sujets de RSE. Donc quelle est la raison d'être d'une entreprise? À quoi est-ce qu'elle sert? À quoi est-ce qu'elle contribue? Et puis après, travailler sur le mieux-être des fournisseurs, des collaborateurs, des consommateurs, de tout le monde et de l'ensemble des parties prenantes. Finalement, les dirigeants doivent prendre un peu de recul sur leur entreprise et remettre le bébé dans le berceau pour que tout le monde ait le même langage. C'est vrai que la plupart du temps, les dirigeants, quand ils créent une entreprise, quand ils reprennent une entreprise, il y a une volonté derrière de contribuer à quelque chose. Donc c'est vraiment revenir à ses bases. Sandrine Privat de Fortuny, vous êtes DRH chez Salomon. Alors c'est une belle entreprise. À vous seul, sur Annecy, vous avez 850 collaborateurs. C'est ça. Ça, c'est déjà un beau une sacrée paire de manches, si vous me permettez l'expression. Et 2200 salariés dans le monde. Alors, être DRH chez Salomon, c'est justement appliquer toutes ces premières phases qu'on vient d'évoquer. Comment ça se passe pour vous et quelles sont vos préconisations ? C'est ça, alors c'est effectivement pas facile au quotidien et même si Salomon est quand même une marque qui attire encore, il est quand même important aujourd'hui qu'on soit capable de parler de nous. Qui est Salomon en tant qu'employeur et du coup, c'est vraiment très important d'être capable de définir cette proposition de valeur qu'on fait à la fois à nos candidats pour les attirer, mais aussi à nos salariés pour les retenir, ce qui se traduit ensuite en marque employeur. Et du coup, cette proposition de valeur, elle inclut un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Alors bien sûr, la RSE, qui est d'autant plus important pour Salomon, qui a une stratégie autour de l'environnement, la sustainability assez forte, mais aussi de tout ce qu'on peut offrir en tant qu'employeur. Si toi, candidat, tu rejoins Salomon, si toi, salarié, tu travailles chez nous, quelle expérience on va te faire vivre en tant que salarié Salomon? Il faut savoir rendre sa boîte, quoi, finalement. C'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une petite inversion quand même du pouvoir, ou en tout cas de la décision en termes de recrutement. Là où avant, c'était énormément le salarié, le candidat qui devait se vendre, mes compétences, mes expériences, mon savoir-être. Aujourd'hui, on sent aussi que le salarié a besoin de comprendre ce que l'entreprise lui vend aussi en tant qu'expérience salarié et expérience candidat. Alexis, l'entrepreneur, cherche bien sûr la pertinence et la performance dans chacun de ses collaborateurs, mais on vient de le dire, le savoir-être a une grande importance pour pouvoir séduire et garder son personnel dans le temps. Il y a 40 ans, une compétence technique avait une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, elle peine à avoir une durée de vie d'à peine 2 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les évolutions techniques et technologiques vont tellement vite que dès lors que vous aviez appris une compétence, elle devient aussitôt obsolète. Donc à partir de là, on est amené à évaluer d'autres types de compétences.
Donc on appelle compétences comportementales, savoir-être, soft skills. C'est la curiosité, la capacité d'adaptation et la capacité d'apprentissage. Et c'est indispensable que les candidats en soient dotés. Sandrine, comment vous mettez en application ces nouveaux codes du recrutement ? Alors nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait un atelier de travail pour définir quelles étaient ces fameuses compétences transversales, comportementales, qui étaient importantes pour nous, en complète alignement avec nos valeurs et aussi avec notre marque employeur qu'on vient de citer. Et pour chacune de ces compétences, on les a décrites, on les a même évaluées en disant pour tel poste, il faudra peut-être telle compétence, mais peut-être à tel niveau et pas au niveau supérieur. Et on est même allé jusqu'à proposer aux managers comme aux recruteurs des questionnements qui pouvaient être faits auprès des candidats pour aller creuser justement ces compétences-là et être au plus proche d'une évaluation juste, même si voilà, en 1 heure, il est toujours compliqué d'évaluer, mais en tout cas d'accompagner et de donner cet outil aux recruteurs, que ce soit manager ou RH, pour aller creuser et chercher et évaluer ces compétences. Caroline, vous l'avez dit tout à l'heure, le RSE, on en parlait il y a 15 ans, et maintenant on le met en pratique. C'est presque nouveau pour beaucoup d'entreprises. Quels sont les points forts qu'il faut absolument cultiver ? Alors, les points forts qu'il faut cultiver pour mettre en place de la RSE, déjà, c'est sensibiliser tous ses collaborateurs sur le sujet. Par exemple, on parle beaucoup de la fresque du climat, donc ça permet de comprendre ce qui se passe sur le sujet et ensuite voir dans son métier quels vont être les impacts, parce que quand on est commercial, quand on fait du marketing, ça peut avoir un impact spécifique. Alors, on va conclure en donnant quelques conseils. Comment bien commencer pour ceux qui débarquent dans ce monde de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises aussi qui se créent ces temps-ci. Et puis pour ceux qui doivent amplifier leurs équipes. Quel serait votre conseil, Sandrine ? Au-delà de tout ce dont on vient de parler, pour moi, le plus important, c'est vraiment de soigner l'expérience candidat dans un recrutement. Alors, bien sûr, pour celui qui va finalement avoir la chance de rejoindre les effectifs de l'entreprise, mais aussi et surtout à celui à qui on va être obligé de dire non, parce qu'il y a toujours un choix à faire. Et il est très très important, à mon sens, de soigner aussi la manière dont on dit non aux candidats, afin de leur expliquer pourquoi il n'a pas été choisi et peut-être même de lui donner quelques conseils pour ses prochains entretiens. Et surtout aussi parce que potentiellement, il va recandidater chez nous. Il va promouvoir l'expérience qu'il aura vécue avec nous. Et puis alors en tant que marque de sport, il va être aussi peut-être consommateur de nos produits. Donc ça, c'est aussi intéressant de vraiment soigner cette expérience. C'est super important d'avoir la passion du métier. Ça, c'est sûr. Ça se perd un peu aujourd'hui quand même. Ça, c'est sûr. Nous, on a vraiment une équipe de passionnés. Hein. En général, quand on a des passionnés dans une entreprise, finalement, on attire d'autres. C'est ça. Le choix est collectif. On est les premiers promoteurs de notre marque. Nous sommes d'accord. Caroline, votre ultime conseil ? Alors je pense que quand on veut recruter aussi, il faut parfois faire preuve de créativité et ouvrir un peu le spectre. Notamment, on parle beaucoup de recruter des gens en CDI, donc en contrat à durée indéterminée. Le côté freelance, il y a de plus en plus de cadres expérimentés qui veulent être freelance pour pouvoir choisir de travailler pour plusieurs entreprises ou ponctuellement, qui peuvent aussi d'être une loyauté et d'une efficacité assez intéressante. Alexis, le mot de la fin ? On constate un autre phénomène, le re-recrutement. On appelle ça aussi les salariés boomerang. En 2019, ça représentait 1,75% des salariés qui avaient quitté l'entreprise et qui reviennent. Depuis cette date, on constate une hausse de presque 40% des salariés qui ont quitté l'entreprise et qui reviennent. Donc là, l'importance, 40% d'augmentation par rapport à 2019. Ça veut dire que ça représente sur un effectif ? Ça va représenter sur 100 sorties entre 5 et 10 personnes. Donc là, l'enjeu, il est où ? Il est de créer les bonnes conditions de sortie du salarié pour, pourquoi pas, peut-être recollaborer d'ici quelques mois ou plusieurs années. Ça aussi, il faut le faire comprendre à l'ensemble des équipes, parce que il y a l'ancienne école qui est toujours là sur certains. La clé du succès, elle est vraiment auprès du manager, puisque c'est lui qui va passer le plus de temps avec la personne qui est sortie et pas de tomber dans une forme de trahison ou autre. Alors vous parlez de manager, c'est bien quand on a une entreprise de 50, de 800 salariés, mais quand on est une entreprise de 5, 10 personnes, il faut manager, il faut faire son quotidien, etc. C'est un peu plus complexe. Il y a des organismes qui peuvent aider, qui peuvent accompagner justement les entreprises qui n'ont peut-être pas cette ressource comme vous pouvez le présenter. Ah, bien sûr, tout type d'entreprises peuvent aider, des cabinets de conseil RH, des RH à temps partagé. Mais le manager,
certes, il est chef aussi d'entreprise, mais il aura toujours cette composante de la culture d'entreprise, du management, et aussi de la façon dont il va réussir à donner de l'énergie à son équipe. Donc donnez de l'énergie à votre équipe et finalement tout se passera bien. C'est résumé, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas merci pour les clés que vous nous avez apportées.